Bonjour, bienvenue dans la série sur l'intrication. Alors, rapidement, après le théorème de Bell, des expériences furent réalisées avec toutes sortes de particules, d'ailleurs, intriquées, pour mesurer les corrélations avec divers angles, et la mécanique quantique fut confirmée. Mais ces expériences avaient trois défauts. On parle de porte de sortie, ou de faille, ou encore en anglais loophole. La première étant que, sans violer la localité, un signal de nature inconnue aurait pu s'échanger à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière entre les deux particules, permettant entre elles de s'accorder sur les résultats et d'augmenter assez la corrélation, donnant l'impression ainsi que la mécanique quantique est bien respectée et le théorème de Bell violé. Il n'y a pas de souci, puisque un tel signal irait moins vite que la vitesse de la lumière et donc respecterait la relativité. On pourrait bien sûr dire, mais faisons les expériences avec une distance suffisante et avec une précision sur l'instant de la mesure pour qu'aucun signal ne puisse s'échanger. Oui, mais il faut pour cela disposer les polariseurs, les filtres, par exemple pour des photons ou divers instruments. Et leur disposition, elle ne se fait pas en un instant. Et donc, un tel signal inconnu pourrait s'échanger entre les filtres, conduisant à un résultat biaisé. Alain Aspect contournait ce problème avec un dispositif assez ingénieux. Il y avait la source d'émission de paires de photons intriqués. Ceux-ci étaient envoyés à quelques dizaines de mètres. Et là, étaient disposés des commutateurs. Alors, je vais les décrire tout de suite. Avec deux sorties sur des filtres polarisants, orientés différemment. Précalculés, prédisposés, mais différents entre eux. Les résultats étant alors analysés pour calculer les corrélations. Ces commutateurs sont des commutateurs optiques, basés sur l'optique non linéaire. Ils permettent un basculement du faisceau en un instant extrêmement court. Donc, en choisissant à la dernière seconde quel filtre on va utiliser, aucun signal n'a le temps de s'échanger pour dire « Attention, on mesure selon tel angle ». Le choix de basculement du commutateur peut même être réglé au hasard. Ça peut utiliser un calcul de nombres aléatoires informatiques, ce qu'on appelle du pseudo-aléatoire, ou un processus quantique, où la mécanique quantique dit c'est aléatoire, et statistiquement, les mesures ne permettent pas de distinguer cet aléatoire quantique d'un aléatoire qui serait imparfait. On peut aussi utiliser, c'est d'ailleurs très courant, même dans des ordinateurs classiques, un générateur de signal aléatoire électronique ou thermique basé sur l'agitation des particules frénétiques et aléatoires des milliards de particules qui sont dans des dispositifs. Ça donne alors un aléatoire particulièrement solide. Et le résultat de cette expérience fut que la mécanique quantique avait raison. Les inégalités de Bell étaient violées et la faille considérée comme bouchée. Une deuxième faille, ce sont les photons ratés. L'expérience est loin d'être parfaite. Tous les photons qui sont émis ici ne servent pas à l'expérience. Certains sont absorbés pendant leur trajet
par les divers dispositifs ou passent à travers les filtres, mais ne sont pas détectés. Les détecteurs ratent le photon. Ce n'était pas si rare que ça. Seule une petite proportion de photons étaient réellement détectés. Et on pourrait imaginer qu'on ait X photons détectés, pour lesquels on dit mécanique quantique OK, et Y raté, avec une distribution des corrélations totalement différentes, très faible par exemple, telle que la somme donne un respect des inégalités de Bell. On pourrait alors croire que la mécanique quantique a raison, simplement parce qu'on a raté les photons. Les photons ratés ayant un comportement un peu différent. C'est pas strictement impossible. Même s'il faut bien avouer que l'effet est pervers. On rate des photons, et comme par hasard, ceux qu'on a réussi à détecter, eux disent la mécanique quantique a raison. C'est vraiment pervers. Donc peu plausible. Peu y croyaient. Peu pensaient que cette faille était réelle. Ou du moins avait une incidence réelle. Et l'expérience d'Aspect fut considérée comme décisive à l'époque. Très importante. Depuis, on a fortement amélioré la technologie. On a des fibres optiques de haute performance qui ne absorbent des photons que très peu. On a des capteurs de très haute performance, notamment les capteurs CCD, Charge Couplet Device, capables de détecter les photons un par un, en n'en ratant pratiquement aucun. Ce qui fait que, non seulement on a pu mener ce type d'expérience avec des distances qui vont jusqu'à des centaines de kilomètres, mais en plus, la proportion de photons ratés est vraiment très très petite. Ce qui fait que la somme, quels que soient les résultats ici, disent la mécanique quantique a raison, c'est-à-dire les inégalités de Bell sont violées. Les quelques photons ratés ne sont plus suffisants pour rattraper ce que dit la mécanique quantique. Et donc, la faille est totalement bouchée. Ces résultats ont des résultats permettant de boucher les deux failles à la fois, celle de localité et celle des photons ratés, ont été récemment menés par certains groupes. Il reste une troisième faille qui ne peut pas être bouchée. C'est ce qu'on appelle la prédétermination forte. Universelle. Comme si tout dans l'univers, partout et de tout temps, était prédéterminé et calculé. Quoi que l'on fasse, ça doit se dérouler tel que cela a été écrit. De façon de parler. La sélection aléatoire, dans l'expérience ici, quelle que soit sa façon de faire, la façon de faire, bruit thermique, mécanique quantique, calcul sur ordinateur, peu importe, ça n'a plus d'effet. De toute façon, c'est prédéterminé. Et les échanges d'informations entre différents dispositifs n'ont même plus besoin d'être instantanés. Ils peuvent remonter dans un lointain passé, permettant de violer les inégalités de Bell. Un tel effet est encore plus pervers que le précédent. C'est vraiment, je vais vous construire un monde d'illusions. Ou quoi que vous fassiez, vous croirez ça alors que c'est ça. Mais en plus, on ne peut pas le vérifier. Il faudrait pouvoir empêcher cela et donc littéralement isoler. Travailler avec un autre univers. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas le vérifier expérimentalement, ça ne peut être évité. On ne peut pas contourner ce problème. Celui-là, ça lui donne un caractère métaphysique, non scientifique. Parce qu'en effet, si on ne peut pas le vérifier de quelque manière que ce soit, et qu'on y croit,
Ça fait partie des croyances, justement, des pures croyances, non vérifiables. Et donc, c'est non scientifique. Et donc, il y en a vraiment très peu qui s'en préoccupent. En tout cas, au niveau scientifique. Le résultat final, c'est que les inégalités de Bell sont violées. Que ça soit une illusion persistante ou pas. Dans tous les cas, c'est violé. Et donc, les variables cachées et locales sont fausses. Puisque l'expérience dit, c'est la mécanique quantique qui a raison, Bell, tort. Et aussi Einstein. Einstein, qui croyait fermement aux variables cachées et locales, avait tort. Le malheureux était mort depuis longtemps, quand on a pu confirmer ses résultats, donc il n'en a rien su. Insistons bien sur ce résultat. Il y a plusieurs hypothèses. Ou bien il n'y a pas de variable cachée, auquel cas, évidemment, le théorème de Bell ne s'applique pas. Ou bien s'il y a des variables cachées, alors elles doivent être non locales. Parce que si elles sont locales, on aboutit au théorème de Bell. On a dit énormément de choses à propos du théorème de Bell, de l'expérience d'Aspect et de tous ses résultats. On a dit beaucoup de choses, beaucoup de bêtises. En fait, le plus souvent, plutôt des propos abusifs, plutôt que des bêtises. Dans la littérature, dans la vulgarisation, c'est plutôt des propos abusifs qui sont tenus. Essentiellement deux. Certains disent que ces résultats réfutent les théories à variables cachées. Non, c'est faux. Elles réfutent seulement les variables cachées locales. Alors, d'autres expériences ont eu lieu, notamment menées par le groupe Zeilinger, pour tester certaines théories à variables cachées non locales, et leurs expériences ont pu exclure de larges classes de variables cachées non locales, mais pas toutes. Certaines possibilités restent, et d'ailleurs, c'est inévitable. En effet, on connaît la théorie de Bohm, qui est en fait une interprétation. Elle est non réfutable. C'est une interprétation dont toutes les prédictions théoriques sont identiques à la mécanique quantique non relativiste. Et la théorie de Bohm est typiquement une théorie à variables cachées non locales. Même si elle n'est pas formulée strictement de la manière dont je vous avais présenté les variables locales, mais c'est bel et bien une théorie à variables cachées non locales. Dans cette théorie, les particules ont toutes une position bien précise, et c'est cette position qui est la variable cachée. Mais c'est une théorie pour la mécanique quantique non relativiste. Notons que la mécanique quantique relativiste est difficile à tester, du moins dans ce cadre-là. La mécanique quantique relativiste fait toutes sortes de prédictions qui sont testables, testées et vérifiées, notamment sur les propriétés des atomes. Mais pour ce qui est des phénomènes liés à l'intrication ou des phénomènes analogues, il est très difficile de faire à la fois des prédictions théoriques et de les tester. Et la théorie de Bohm pourrait être mise en difficulté. Alors, c'est pas encore fait, mais ça viendra sûrement. Ça viendra sûrement des tests dans ce domaine. La théorie de Bohm a un caractère un peu artificiel dans sa construction, je ne vais évidemment pas vous la présenter ici, et elle a donc des difficultés pour conduire à une version relativiste. Et donc elle intéresse fort peu de monde. Certains s'y intéressent, hein. Certains aiment cette théorie, mais ils sont peu nombreux. Et puis, tout de même, il faut dire que cette théorie a le mérite d'exister, et donc est un argument fort pour des variables cachées non locales, au moins possible. La deuxième chose qu'on entend parfois, c'est que certains disent que ces résultats prouvent que la mécanique quantique est non locale.
C'est faux, encore une fois. C'est juste d'hypothétiques variables cachées qui devraient être non locales. Le théorème de Bell parle de variables cachées locales, il est violé, donc s'il y a des variables cachées, elles doivent être non locales. Mais la mécanique quantique, dans son formalisme de base, n'a pas de variables cachées. Au contraire, on postule souvent, dans beaucoup d'interprétations, que toute l'information connue sur les systèmes est décrite par les états quantiques. Et on la considère comme complète. Pas dans toutes les interprétations. Bon, non. Mais dans beaucoup d'interprétations, on considère la mécanique quantique comme complète. Pas de variables cachées. Et donc pas de variables cachées non locales. Rappelons d'ailleurs que nous l'avons vu. La mécanique quantique est non séparable, mais locale. À la fois dans son formalisme et par le théorème de non-communication. C'est là un avatar manifeste de la fameuse confusion dont je vous ai parlé entre non-localité et non-séparabilité, alors que ce sont deux choses différentes. Donc soyez méfiants. Les propos parfois sont vraiment abusifs, trompeurs, et pas toujours le fait d'amateurs ou de non-spécialistes. C'est parfois des physiciens confirmés qui ont en tête leur façon de voir les choses, qui manquent parfois un peu de prudence. Comme on dit souvent, on peut être un excellent physicien, un mauvais vulgarisateur. Donc soyez méfiants. Alors, tout ça a conduit à ce qu'on a appelé, donc je vous l'ai dit, la seconde révolution quantique. Ce sont les applications qui exploitent ces propriétés assez exceptionnelles de la mécanique quantique. Citons d'abord la cryptographie quantique. Alors, la cryptographie quantique est une méthode utilisant en particulier l'interrogation et en tout cas les superpositions quantiques et le non-clonage qui permet d'avoir des protocoles de communication sûrs, en particulier qui empêchent toute écoute par un espion. L'écoute par un espion des signaux échangés, en fait des échanges de particules dont les états quantiques sont cruciaux, à cause du théorème de non-clonage, ces particules seraient altérées et comme on ne peut pas les copier, l'espion est vu, il ne peut pas espionner sans que ça se sache. Donc c'est des protocoles très sûrs. La cryptographie quantique est très très bien développée. Il y a eu énormément de travaux dessus. J'ai lu des thèses de doctorat épaisses comme des briques sur tous les protocoles, les méthodes, etc. D'un point de vue technologique, elle s'est fortement développée et elle commence à être bien utilisée dans diverses applications. Alors, elle n'est pas encore disponible facilement pour le grand public. Quand vous communiquez avec votre banque, c'est toujours les protocoles classiques, mais ça viendra certainement beaucoup plus vite qu'on ne croit au niveau du grand public. Et notons un petit détail, ces protocoles sont souvent complexes, assez lourds, assez lents, et donc on ne communique pas entièrement de cette manière. Ce qu'on fait, c'est utiliser des systèmes de cryptographie dits symétriques, qui sont extrêmement solides, beaucoup plus que les systèmes à clé publique, qui sont en béton armé, et qui nécessitent juste un échange de clés secrètes. C'est là souvent que ces protocoles symétriques ont un problème. Comment s'échanger une clé secrète? Là, la cryptographie quantique permet l'échange des clés. Et puis après, on passe à une méthode plus rapide, la cryptographie plus classique. Une deuxième application, c'est la téléportation quantique, qui sert en fait plutôt d'outil dans les autres applications. C'est le transfert à distance de l'état quantique d'une particule. Évidemment, non-clonage oblige, l'état initial est perdu et se retrouve sur la particule finale. L'échange se fait par des échanges initiaux de particules intriquées. On prend une autre particule, celle que l'on veut transférer, et par divers processus et un échange d'informations classiques, on retrouve l'état
à l'autre bout. C'est un bel exploit dans la mesure où on a là un moyen de contourner le non-clonage, non pas en faisant des copies, mais en transférant à distance, sans devoir échanger les particules dont on veut faire la copie. Mais on doit d'abord échanger les particules intriquées. Notons c'est un échange d'état, d'informations, pas un échange de matière et d'énergie. Un transfert, pardon, ce n'est pas une téléportation de matière et d'énergie. On est loin, et pour une particule. Au mieux un atome, et encore pas souvent pas tout l'état complet, seulement certains aspects, comme le spin par exemple. Donc on est très très loin de ce qu'on peut voir dans la science-fiction comme dans Star Trek, c'est pas du tout la même chose. Le troisième aspect, la troisième application, c'est le calcul quantique. Alors le calcul quantique utilise, là aussi, les diverses propriétés, intrication, superposition quantique, etc., pour mettre au point des méthodes, des algorithmes, qui permettent d'augmenter considérablement la vitesse de calcul de certains algorithmes. Pas tous, juste certains. Certains algorithmes considérés comme difficiles au niveau classique, là, peuvent aller plus vite. Ils sont d'ailleurs un danger pour les cryptographies classiques, non quantiques. Divers usages pourront en être faits puisque beaucoup de problèmes mathématiques, physiques, nécessitent des calculs avec des algorithmes qui justement pourraient être fortement accélérés par le calcul quantique. Les travaux dans ce domaine sont en plein essor, en plein boom. On en entend parler pratiquement tous les mois, un peu partout dans le monde, avec toutes sortes de méthodes et de technologies. L'usage reste encore très limité. De petits systèmes, peu répandus, ou uniquement en laboratoire. Là, on rencontre de nombreuses difficultés techniques, c'est pas facile à mettre au point, et en particulier, on a le problème de la plaie dont je vous avais parlé, la décohérence, qui détruit l'intrication. Si les calculs quantiques ne sont pas faits assez vite, on perd l'intrication. Ou pire, pour éviter la décohérence, on doit isoler. Mais si on isole, on ne sait plus interagir avec les particules. Comment faire un calcul si on ne peut pas interagir avec le calculateur? C'est ennuyant, c'est contradictoire. Donc, il y a des difficultés techniques qu'il faut surmonter. Petit à petit, il y a des progrès. Comme je vous l'ai dit, tous les mois, on en entend parler, et tous les mois, on voit diverses avancées. Donc, c'est probablement quelque chose d'important qui viendra à moyen terme, voire peut-être à court terme. Voilà, je ne détaille pas plus ces applications, ça va au-delà de notre étude ici. Vous pouvez vous rapporter à la littérature si elle vous intéresse, ou à la vulgarisation, ou des vidéos. On en trouve plein. Surtout ces trois sujets. Cryptographie, téléportation, calcul quantique, c'est pas ce qui manque. Dans YouTube, tapez calcul quantique, vous allez avoir une liste invraisemblable de vidéos qui en parlent. Mais au moins maintenant, vous êtes armés. Alors vous n'êtes pas devenus des experts de la mécanique quantique, mais au moins vous savez ce que c'est que l'intrication, comment ça marche, où sont ces aspects assez banals, mais qu'il fallait comprendre, et où sont réellement les aspects étranges de la mécanique quantique. Et donc, vous ne vous ferez pas avoir par une mauvaise compréhension, au moins sur ce point. Voilà, je termine ainsi cette série sur l'intrication. Je vous remercie.